Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de l'acte 2, scène 1 de la pièce On ne badine pas avec l'amour de Musset, une pièce publiée en 1834 dans laquelle l'auteur met en scène un triangle amoureux entre Perdiccas, Camille et Rosette, triangle amoureux qui se constitue par jalousie et dont la fin sera tragique puisqu'elle impliquera la mort de l'un des personnages, en l'occurrence Rosette. Le personnage de Rosette est précisément celui sur lequel va porter la stratégie des amants, Perdiccas et Camille, du fait du refus initial pour Camille d'épouser Perdiccas. Ce refus est fait dès l'acte 1, ici nous sommes à l'acte 2 et Perdiccas revient à la charge. Je passe ainsi à la lecture du texte. Déjà levée, cousine ? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier, tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Perdiccas. Votre père veut nous marier, je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais, pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venu ici pour recueillir les biens de ma mère, je retourne demain au couvent. En remobilisant la thématique de l'amour et en argumentant afin de faire rester Camille auprès de lui, Perdiccas essaye ainsi de faire changer d'avis Camille, de la sortir de la voie qu'elle s'était choisie, c'est-à-dire étymologiquement de la séduire. Du fait des stratégies de manipulation qu'il met en place dans son discours, nous pouvons nous poser la question suivante: en quoi l'argumentation de Perdiccas est-elle séductrice ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Une première dans laquelle Perdiccas mettra en place des revendications d'amitié de la ligne 1 à 11, puis une deuxième partie dans laquelle il déploiera un discours amoureux des lignes 12 à 18, et enfin une dernière partie dans laquelle il remobilisera, comme à son habitude, un discours nostalgique des lignes 19 à 23. Je passe ainsi à mon commentaire. Dès la première réplique, Perdiccas se place d'emblée dans une posture de manipulateur. De par la question rhétorique, puisqu'elle concerne un fait évident, elle est déjà levée puisqu'elle est là, mais aussi par le complément « tu es jolie comme un cœur », complément qui est évidemment amoureux, mais qui peut se cacher par sa forme enfantine, comme un compliment amical. On retrouve une caractéristique de ce personnage qui est la référence au passé. J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Il s'agit ici d'un stylème de Perdiccas qui utilise très souvent la nostalgie dans ses discours amoureux. La réponse de Camille introduit immédiatement une rupture de ton, de par l'adverbe « sérieusement » qui s'oppose au badinage initié par Perdiccas, par l'impératif « parlons » qui recadre immédiatement la thématique initiée là encore par le cousin, et enfin par l'utilisation du prénom Perdiccas en opposition à l'appellatif cousine utilisé par Perdiccas à la ligne 1 qui visait à instituer une certaine forme de proximité familiale avec l'autre. La référence à la famille est ici utilisée par Camille à des fins de distanciation. Votre père veut nous marier. Ils font de fait partie de la même famille puisqu'ils sont cousins, mais Camille n'appartient pas strictement à la famille de Perdiccas, ce qui lui permet de se placer d'emblée en opposition avec lui. À la première personne du pluriel « nous » va alors s'opposer immédiatement une première personne du singulier qui introduit une rupture dans l'union prévue, rupture qui se concrétise par l'utilisation de la deuxième personne du pluriel pour désigner Perdiccas, qui s'oppose à la deuxième personne du singulier que lui-même utilisait à la ligne 1, deuxième personne du pluriel qui en plus est reléguée en position de sujet certes, mais de sujet d'une subordonnée et ne sont donc pas dans des propositions équivalentes. La structure sera répétée dans la deuxième partie de la phrase qui s'initie par une conjonction de coordination à valeur adversative, accentuant encore la rupture de l'un à l'autre. Le parti est pris. Camille rappelle ainsi ce qu'elle a déjà dit dès l'acte 1 afin de confronter Perdiccas à sa propre stratégie. La réponse de Perdiccas se fait sur le ton du badinage à travers une fausse humilité et un faux détachement. Tant pis pour moi si je vous déplais, mais le message est bien passé puisque lui aussi a abandonné la deuxième personne du singulier pour une deuxième personne du pluriel, calquant ainsi son discours, ou en tout cas son système énonciatif, sur celui utilisé par Camille. Il est intéressant cependant de voir que la première personne du singulier est présente 2 fois, dont pour la première fois de manière disjointe à travers le moi. Ce dédoublement venant ainsi illustrer la duplicité de son discours. Le comparatif de supériorité nié utilisé par Camille va venir ici
contrer la fausse humilité de Perdiccas, elle a bien perçu son orgueil, comme elle le dit elle-même, orgueil cependant modélisé par sa position en subordination et l'usage du subjonctif dans le verbe qu'il dirige. La proposition centrale « je ne veux pas me marier » reprend la proposition précédente « votre père veut nous marier » en y substituant les pronoms, ici uniquement des pronoms première personne, et en y ajoutant une négation totale qui insiste sur la rupture avec le projet de mariage. Par concaténation, ce n'est plus sur l'amour que Perdiccas répond, mais sur l'accusation d'orgueil qu'il dément. L'orgueil n'est pas mon fait. La suite de la réplique est cependant plus embêtante dans son analyse du fait de l'indéfinition du pronom « en ». En effet, il peut effectivement faire référence à l'orgueil, dont il n'estimerait ni les joies ni les peines, mais il peut tout à fait faire référence aussi au mariage. C'est le fait qu'elle ne veut pas se marier dont il n'estime ni les joies ni les peines. À travers cette indéfinition, va se mettre à jour le statut manipulateur de son discours qui lui permet à chaque fois, dans des répliques très courtes et à très faible implication, de brouiller le sens de ses paroles et de se ménager sans cesse des portes de sortie. Camille poursuit sa justification par l'usage du complément circonstanciel de but pour recueillir le bien de ma mère et annonce qu'elle retournera demain au couvent, opposant ainsi au hier de Perdiccas son propre demain. Les deux personnages vivent donc dans des temporalités radicalement déconnectées, mettant en scène leur rupture. Perdiccas admire la franchise, là où Camille l'accusait d'un péché, il lui retourne une vertu, prenant en compte ainsi son statut de religieuse dans un compliment censé flatter cet aspect. Là encore, on se retrouve dans le même problème des référentiels, puisque la démarche dont il parle peut aussi bien être le fait de venir recueillir le bien de sa mère que le fait de ne pas se marier, que le fait de retourner au couvent. En réalité, on ne sait jamais de quoi parle Perdiccas, ce qui montre bien son statut manipulateur. La fin de sa réplique et celle de Camille jouent à la fois sur le sens propre et le sens figuré du verbe toucher et du nom attouchement. Perdiccas sous-entend qu'il s'agirait de se mettre d'accord. Camille, elle, a bien compris qu'il s'agit de toucher ou d'attoucher de la part de Perdiccas. Elle ne se fait pas d'illusions sur son statut de séducteur. Il est intéressant par ailleurs de voir que dans la structure, nous avons un chiasme, puisque touche-là et attouchement sont aux deux extrémités opposées, la notion d'ami affirmative et la notion d'amour nié constituant le centre de ce chiasme. On aurait ainsi à la fois un retournement de l'argumentation, mais aussi, pour une part, la mise en place d'une certaine forme de ressemblance des deux personnages qui se répondraient ainsi sous la forme d'un miroir. Je passe ainsi à la deuxième partie. Ce qui était de l'ordre du discours, touche là, rentre dans l'ordre de l'action, par la didascalie lui prenant la main, redoublée, elle aussi, par une didascalie interne à l'impératif « donne-moi ta main ». Celle qui était appelée cousine à la ligne 1 est à présent appelée Camille. La manière de parler de Perdiccas se calque ainsi progressivement sur celle de sa cousine. Ce décalque de l'une à l'autre va se voir aussi dans la mobilisation du champ lexical religieux, notamment avec le verbe prier. Ici, il s'agit de mobiliser un registre pathétique, de prendre une posture suppliante, ce qui va rentrer dans une forme de manipulation qui s'ancre notamment dans le choix des questions rhétoriques, en particulier de la forme interronégative « tu ne veux pas qu'on nous marie », ne sommes-nous pas le frère et la sœur, etc., qui amène finalement Camille à répondre ce que Perdiccas veut. Cette petite tirade est aussi fortement marquée par l'argumentation logique, Perdiccas mobilisant ainsi les ressources de la conviction, notamment à travers la référence au testament, qui joue ainsi à la fois sur l'aspect affectif de Camille pour sa mère, mais aussi sur la valeur morale de cette dernière volonté que constitue le mariage. Simplement ici, le discours amoureux va se voir réintroduit d'une thématique amicale. L'amour n'est jamais qu'une amitié éternelle. Cette tonalité amicale étant démentie par la posture de metteur en scène de Perdiccas qui va recréer de manière symbolique une sorte de mariage visuel à travers les mains qui s'enlacent l'une et l'autre et par la référence ultime à Dieu qui suffirait pour les unir. Là encore, cette ultime référence venant flatter la religiosité de sa cousine. Simplement, Camille ne s'y laisse pas avoir, comme le montre sa réplique ironique, dont l'adjectif indifférent vient bien contrer
ce que Perdiccas disait juste avant, « Je n'en estime ni les joies ni les peines ». Or, il vient bien de révéler que si il en estime précisément les joies et les peines. Par le biais de l'ironie, Camille va ainsi révéler le double discours de Perdiccas, et donc, si il a menti sur le fait qu'il n'estimait ni les joies ni les peines, il a de fait aussi menti lorsqu'il disait que l'orgueil n'était pas de son fait. Cette réplique de Camille venant ainsi retourner complètement à la fois le discours mais aussi la posture de Perdiccas. Je passe ainsi à ma dernière partie. Perdiccas, conformément à sa posture manipulatoire, va contrer le jugement de Camille de la manière la plus plate possible par le biais de la reprise à la forme négative totale, mais sa manipulation se redouble toujours par le même procédé d'indéfinition des référentiels. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera, à travers l'indéfinition du pronom en, qui peut désigner aussi bien grammaticalement l'amitié que la vie. Perdiccas se place ainsi à la fois dans une posture de revendication d'amitié au détriment de l'amour, mais aussi dans une posture de chantage affectif, sa proposition pouvant se comprendre comme une annonce potentielle de suicide. Il reprend alors sa rhétorique habituelle, il nie le demain de Camille par le biais d'un impératif, ne quitte pas le château demain, et se renferme dans le passé. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin, présentant ainsi à travers ce discours nostalgique une potentielle espérance amoureuse, comme le montre la fin de sa réplique, l'idée étant toujours chez lui que le présent doit être conforme au passé. Notre vie passée n'est pas morte, donc elle doit perdurer. À cela, Camille répond sans plus aucune justification. Je suis obligé de partir, manifestant son refus du discours séducteur de Perdiccas, mais tout à la fois le peu d'intérêt qu'il y a à essayer d'argumenter avec lui. En quoi l'argumentation de Perdiccas est-elle séductrice ? Nous avons vu que dans ce texte, sous couvert de protestation d'amitié, c'était bel et bien d'amour que Perdiccas parlait à Camille. L'intégralité de ce dialogue peut être ainsi vue à travers le prisme d'une stratégie de manipulation amoureuse de la part d'un personnage séducteur qui essaye d'imposer à Camille un amour dont elle ne veut pas. Ce discours repose sur un certain nombre de stratagèmes manipulatoires, l'indifférence feinte, la manipulation émotionnelle, les questions rhétoriques, l'usage des pronoms et surtout l'indifférence de leur référentialité, les références aux dernières volontés de la mère à peine morte, le chantage au suicide, la rhétorique nostalgique, etc. Chacun de ces stratagèmes se voyant mis en échec successivement par Camille. C'est précisément par ces échecs successifs que va se mettre à jour une insistance déplacée de la part du discours de Perdiccas et donc qui vont révéler sa dimension séductrice. Entre les deux personnages vont alors se voir opposer deux temporalités, l'hier pour le Perdiccas, le demain pour Camille, qui sont aussi deux temporalités de passion et de raison, conformément à l'opposition romantique du 19e face aux lumières du 18e, permettant ainsi une mise en abîme ou une illustration du mal du siècle théorisé par Musset. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé d'étudier l'interrogative à la ligne 1. Déjà levé, cousine. Ici, nous sommes dans le cas d'une construction particulière puisque la réplique est à considérer comme intégrée dans un système énonciatif. Elle est donc conditionnée par tout un champ extérieur au discours qui explique sa construction inhabituelle, notamment sa construction elliptique. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de verbe conjugué. Il faudrait, si l'on voulait être strict, le réintégrer en prenant en compte l'interversion sujet-verbe. Déjà levé cousine sous-entend le « es-tu déjà levé cousine ». Pour ce qui est de sa portée, la question peut être considérée comme totale puisque la réponse attendue et suffisante pourrait être oui ou non. Cependant, puisque la réponse est évidente, puisqu'il ne la voit pas dans son lit au moment où il pose la question, la portée devient ainsi rhétorique.